monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La lutte contre le coronavirus s'intensifie. Le gouvernement ivoirien opte pour la vaccination. La décision a été prise en Conseil des ministres tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La campagne de vaccination débutera en avril 2021 et concernera les personnels de première ligne. Autre fléau à éradiquer, la corruption. La journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce 9 décembre. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays, sensibilise autour du thème « Rétablir avec intégrité ». Le Premier ministre Ahmed Bakayoko invite chacun à dire non à la corruption sous toutes ses formes. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, vient de recevoir des équipements d'une valeur de plus de 850 millions de francs CFA pour renforcer ses capacités opérationnelles. Ils sont destinés à 5 centres de secours d'urgence. C'est un don du Japon et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo remporte la présidentielle. Selon les résultats officiels proclamés ce mercredi par la commission électorale, le président sortant a été réélu avec plus de 51% des voix contre 47,36% pour son rival politique historique, John Dramani Mahama. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence par la Côte d'Ivoire où le gouvernement intensifie sa riposte face au Covid-19. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a validé l'introduction du vaccin dans le dispositif de prévention contre cette pandémie. La campagne de vaccination débutera en avril 2021 et concernera les personnels de première ligne. 5 millions de personnes sont ainsi visées. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolé. De la détermination constante au travail pour des résultats probants et immédiats. Quand cela se passe au palais présidentiel sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, on n'a nullement le doute que c'est le Conseil des ministres qui prend la place qui est la sienne pour plancher sur des dossiers dans le but d'apporter du baume au cœur des populations. Ce mercredi, la réunion hebdomadaire pour rester conforme à son schéma a pris plusieurs décisions destinées à répondre aux préoccupations des uns et des autres. Pour l'essentiel, les mesures notées au terme du point presse sont au nombre de 3. La première, en tenant compte de l'ordre sur la liste dressée à cette occasion, porte sur la demande par la Côte d'Ivoire du vaccin de la Covid-19. L'administration de ce vaccin va débuter en avril 2021. Des doses gratuites seront reçues dans un premier temps par 5 millions de personnes. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de Covid-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, sur recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Le Conseil des ministres a également parlé de ce qu'il convient d'appeler le comité de santé et de sécurité au travail. Le comité de santé et sécurité au travail est un organe bipartite de dialogue entre l'employeur et les travailleurs pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail en remplacement du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail. Il a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tout le personnel de l'entreprise, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En application du Code du travail qui le crée, ce décret rend l'installation du comité obligatoire dans tout établissement
ou toute entreprise employant habituellement plus de 50 salariés. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, la délégation du personnel est compétente pour exercer le rôle de ce comité santé et sécurité au travail. Par ailleurs, et cette fois au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a donné une communication sur la question du financement du genre. Ce document de politique spéciale vise à agir significativement sur certaines pesanteurs socio-culturelles telles que les normes sociales et les pratiques culturelles néfastes, la méconnaissance du genre comme approche de développement et la persistance des violences basées sur le genre à l'école et hors école en vue d'éradiquer les disparités au niveau de l'accès, de la rétention et de l'achèvement dans le préscolaire, le primaire, le secondaire général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette politique est articulée autour d'un plan quinquennal reparti sur la période 2020-2025 pour un coût global estimé de 5,5 milliards de francs CFA. Ce programme sera financé avec l'appui du gouvernement américain et des partenaires techniques au développement. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 23 décembre 2020. C'est le premier conseil après l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, prévu le 14 décembre 2020. Et justement, la Côte d'Ivoire se prépare à vivre cette cérémonie de prestation de serment du président de la République après son élection à la magistrature suprême. La direction générale du protocole d'État vient de faire un communiqué invitant des personnalités à cette cérémonie. Le contenu du communiqué avec Jean Maïgagui. La direction générale du protocole d'État prie les personnalités civiles et militaires, ci-après désignées, de bien vouloir honorer de leur présence la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République qui se déroulera le lundi 14 décembre 2020 à 11h au palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjoints, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les anciens présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résident du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le directeur exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le président du groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Madame et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Madame le procureur général près de la Cour de cassation et le Conseil d'État, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI,
et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, 2 représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président du Conseil supérieur des imams, COSIM. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État, du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2020, de 9h à 18h. La mise en place débutera à 7h30 et prendra fin à 9h45, horaire de rigueur. Fait à Abidjan, le 9 décembre 2020, le directeur général du protocole d'État. La Côte d'Ivoire, notre pays, dit non à la corruption. Le pays célèbre, à l'instar des autres nations, la journée internationale de lutte contre la corruption est ce 9 décembre. Rétablir avec intégrité, c'est l'appel lancé à tous. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance marque cette journée par des actions de sensibilisation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko invite chacun à s'investir dans la lutte en tournant le dos à la corruption sous toutes ses formes, nous explique Alexis Bouetraoko. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés. Sur le plan économique, elle décourage les investisseurs, fausse la compétition entre entreprises et diminue la qualité des produits pour le consommateur. Sur le plan politique, elle plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et fait perdre la confiance des populations dans les institutions publiques. En ratifiant le 25 octobre 2012 la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au cœur de ses actions. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, Votre Excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans, en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. Cette célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption se veut donc l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Un appel que soutient le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État dans cette lutte contre la corruption. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. Le pays entend surtout passer à l'application rigoureuse des textes mis en vigueur. Et Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la source, c'est l'éducation. C'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, mais évidemment, il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable, parce que ça va devenir une seconde nature, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ces personnalités, de ces personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend, elle, poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dans laquelle l'intégrité devienne un principe. Voilà, la Côte d'Ivoire s'investit dans la lutte contre la corruption et attire des investisseurs sur son sol. Des hommes d'affaires marocains s'intéressent à la destination ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé aujourd'hui même avec des opérateurs économiques marocains exerçant dans le secteur de l'import-export. Le groupe veut renforcer sa coopération avec notre pays. La délégation était conduite par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Notre reporter Alexis Bouetraoko reviendra sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le ministère du Budget du portefeuille de l'État offre de nouveaux équipements
pour accroître les recettes douanières. Le bâtiment vétuste et exigu, logé dans les locaux abritant la principale recette des douanes, a été rénové. Les longues files d'attente de clients devant les guichets de paiement et de factures ne seront plus qu'un vieux souvenir. Lansini Bakayoko. Initialement de 2 niveaux, le nouvel édifice complètement reconfiguré comprend désormais le rez-de-chaussée et 3 étages, 28 bureaux opérationnels, 13 box pour recevoir les usagers clients et une grande salle d'archives. La rénovation de ce bâtiment qui a coûté environ 780 millions de francs CFA symbolise les efforts des douanes ivoiriennes dans la collecte des ressources nécessaires au budget. De 2000 à 2010, nous sommes passés de 494 milliards de francs de recettes annuelles à 939 milliards de francs. Nous avons passé la barre symbolique des 1000 milliards en 2013. N'eût été la Covid-19, nous aurions placé notre performance à 2000 milliards. Malgré les effets de la pandémie, les 1900 milliards de francs CFA demandés aux douanes au cours de l'exercice budgétaire en cours seront réalisés. D'où l'engagement à créer les conditions de travail agréables pour les travailleurs, notamment ceux du service stratégique de la recette principale, où passent 85% des recettes mobilisées au niveau des douanes, avec 7 milliards par jour. Une douane bien équipée, outillée, préserve mieux les intérêts du trésor public. Et ce bâtiment permettra également aux opérateurs économiques d'accomplir avec célérité et dans un relatif confort les formalités de paiement des droits et taxes. Des opérateurs qui rapportent près de 1900 milliards de francs CFA méritent que nous ayons une grande attention pour eux. Ces travaux de réhabilitation seront étendus à toutes les directions régionales du pays. Objectif, améliorer la productivité des douanes sur les corridors terrestres. On compte les semaines. Dans 3 mois exactement, l'incidence des marchés publics sur l'économie nationale sera connue. Une étude initiée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics est lancée et sera menée par un cabinet d'études sélectionné. Les responsables des marchés publics, les fonctionnaires des ministères de l'économie et des finances et ceux du budget ont pris part à cette activité. Le reportage de Didier Nguesson. Les établissements publics nationaux, les entreprises publiques à caractère industriel et celles du secteur privé soumissionnent en moyenne à 5 000 marchés publics par an. Quelle est l'incidence de ces marchés publics sur l'économie nationale? Comment les secteurs comme l'éducation et la santé en tirent profit? C'est à ces problématiques que va tenter de répondre cette étude lancée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. L'objectif, c'est de voir un peu quelle est l'incidence de ces marchés publics-là sur notre économie nationale. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces marchés publics-là pour améliorer notre économie? Les résultats attendus au niveau des autorités de régulation sont bien évidemment savoir si l'ensemble des règles édictées par le Code des marchés publics pour la gestion de nos marchés publics, les principes, c'est-à-dire la transparence, l'équité, la libre concurrence, l'économie et l'efficacité, ont apporté une amélioration à tous ces secteurs prioritaires, éducation nationale, agriculture, infrastructure et bien évidemment sur nos entreprises et nos PME. Le secteur privé aussi a intérêt à savoir quels sont les secteurs porteurs. À partir de l'expérience passée, un investisseur qui arrive a tous besoin d'une vue panoramique de ce qui existe, à partir de ce qui a été fait sur les décennies passées. Ces données, nous ne les avons pas. L'étude devrait pouvoir permettre de les mettre à disposition. Le représentant du cabinet d'études sélectionné, Christian Boga, a présenté la méthodologie. Il s'en est suivi des échanges avec les points focaux en charge des marchés publics dans les administrations. La collecte des données va durer 3 mois. Les résultats de l'étude sont attendus pour février 2021. Le Conseil national des droits de l'homme a aussi des défis à relever en matière de droits de l'homme. Le CNDH était devant le Sénat pour présenter son rapport annuel 2019. Le rapport fait l'analyse des droits relevant du domaine civil, politique, des droits économiques, sociaux, culturels et des droits catégoriels. On en sait plus avec Kades Sogodogo. Le Sénat reçoit officiellement le rapport annuel en 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
D'un point de vue général, les choses semblent aller dans le bon sens. Quand on sait d'où on vient, il y a d'énormes progrès en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le dispositif de protection ne fait qu'augmenter, notamment le renforcement du mandat du Conseil national des droits de l'homme. Nous sommes un mécanisme de protection des droits de l'homme. Le Sénat ne peut qu'encourager le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, à continuer de travailler sans relâche. Madame la Présidente, moi je vous félicite. Merci. Et vous prie de continuer dans cette voie pour que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est déjà une réalité, que ce soit encore plus fort. Après cette remise officielle au siège du Sénat, le cap est mis sur la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro pour une présentation du rapport aux sénateurs. Tout a été pris en compte, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels et des droits catégoriels. Si dans l'ensemble le rapport élève des avancées, certaines zones d'ombre existent. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH note avec regret la résurgence des violences verbales et l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel sans autorisation préalable via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteinte à l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion et la paix sociale. Le rapport 2019 du Conseil national des droits de l'homme fait des recommandations. Les enfants en rupture sociale, les grèves des enseignants, les déguerpissements des populations, les violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec les forêts classées, les questions des femmes et des enfants y figurent en bonne place. Et nous avons un autre communiqué à vous lire dans ce 20h. Les mains du procureur de la République, Ado Richard Christophe, le contenu du communiqué avec Abou Sanogo. Le mardi 3 novembre 2020, aux environs de 18h, le nommé Kwaku Charles, habitant du village d'Abli Bonikro dans la commune de Toumoudi, s'est rendu au domicile d'un de ses amis du village d'Abli Aloukro à l'invitation de ces derniers. Y étant, il s'est retrouvé en face de dizaines de jeunes surexcités munis d'armes et de gourdins. Se sentant en danger, Kwaku Charles a appelé au téléphone le nommé Kwaku Fabrice, un des collaborateurs de son frère, M. Amédé Kwaku, afin que celui-ci lui vienne en aide accompagné des vigiles affectés à la surveillance du domicile de M. Amédé Kwaku à Abli Bonikro. Lorsque Kwaku Fabrice et 9 vigiles arrivent à la rescousse de Kwaku Charles, ils sont accueillis par des tirs de fusil de type calibre 12 qui ont malheureusement atteint 8 d'entre eux. Malgré ces tirs, Kwaku Charles a pu être extrait et conduit en lieu sûr quand les nommés Kwaku Fabrice et Diabati Aboubakar, grièvement blessés, ont été laissés sur place. Revenus par la suite leur porter secours et assistance, les rescapés ont constaté avec effroi qu'en plus d'avoir été atteints par des tirs de fusil de type calibre 12, ceux-ci avaient été égorgés. Au bilan, on dénombre 2 morts et 6 blessés par arme à feu et par arme blanche, machette, parmi les personnes chargées de la sécurité du domicile privé de M. Amédé Kwaku. L'enquête conduite par mon parquet a permis l'interpellation de 23 personnes à Abli Aloukro, la saisie de 7 fusils de type calibre 12, de munitions compatibles avec les 10 fusils, de 27 machettes, de 2 flèches, d'une daba, d'un couteau et de 18 téléphones portables. Les personnes interpellées ont été transférées à Abidjan pour enquête en vue de faire la lumière sur ces événements particulièrement graves. Le procureur de la République, Ado Richard Christophe. Dans l'actualité nationale également, l'ONPC, l'Office national de la protection civile, vient de recevoir des équipements d'une valeur de plus de 850 millions de francs CFA pour renforcer ses capacités opérationnelles. Ces dons sont destinés à 5 centres de secours d'urgence. C'est un don du Japon et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Walter Madouatara. Les centres de secours d'urgence localisés à Agboville, Divo, Giglo, Séguéla et Bundiali seront bientôt dotés en équipement. Des acquis du projet d'appui au renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile. L'ONPC, Office national de la protection civile, en est le principal bénéficiaire. Ces équipements composés de véhicules d'intervention, de matériel de protection individuelle, de matériel collectif, de lots de premiers secours, de matériel de transmission, de mobilier de bureau, de matériel et accessoires informatiques, d'équipements des salles de loisirs et d'équipements de cuisine,
vont considérablement améliorer les conditions de vie et de travail de nos pompiers civils des 5 régions bénéficiaires du projet. Ce don de plus de 850 millions de francs CFA est une action conjointe du Japon et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Je voudrais réitérer l'engagement du PNUD à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien dans la poursuite de la modernisation du secteur de la protection civile, dont les résultats contribueront à engager le pays sur le chemin du développement et de la paix durable. Je voudrais souligner que le Japon s'est engagé dans le maintien d'une société sécurisée et stable de la Côte d'Ivoire, qui est l'un des principaux piliers de sa politique d'assistance en faveur du pays, et le présent projet constitue un exemple complet de cette politique. À la cérémonie de remise officielle tenue à l'École nationale de police, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué l'acte de solidarité avant de rassurer les donateurs de sa bonne utilisation. Chers partenaires du PNUD et de la JICA, je vous traduis toute la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de tout le gouvernement ivoirien. Vous nous accompagnez dans notre ardente volonté d'améliorer le quotidien des Ivoiriens par la prévention des catastrophes, mais aussi par la réaction prompte que nous devons avoir face aux sinistres. Je vous invite, Monsieur le Directeur Général, à intensifier vos efforts dans le sens du professionnalisme. Et je vous exhorte à prendre soin de ce matériel, comme la prunelle de vos yeux. Parce qu'il y va de notre crédibilité. En prélude à cette remise d'équipements, différentes sessions de formation ont permis de renforcer les capacités techniques de 224 pompiers civils. Autre don est salué par les populations, notamment les opérateurs du secteur des transports de la région de la Bagoué. Ils ont reçu 2 véhicules neufs, un don à prendre en compte dans l'opération de renouvellement du parc automobile entamé par le gouvernement. Les clés de ces véhicules leur ont été remises par les ministres Mariatou Koné et Bruno Nabagno-Koné. C'est un reportage signé à Mississoko. Redynamiser le secteur du transport, réduire les accidents de circulation et améliorer la qualité de l'air. C'est à cela que répond le renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement. Pour la première phase de l'opération, les entreprises de transport de la Bagoué bénéficient de 12 véhicules flambant neufs. La remise officielle des clés est effectuée par les ministres Mariatou Koné et Bruno Nabagno-Koné dans la cour de la mairie de Boundiali. Un projet conduit par le ministère des Transports à travers le Fonds du développement du transport routier. Notre gestion rigoureuse encouragera davantage le gouvernement à nous offrir un service bien meilleur en matière de transport routier. Je ne saurais terminer mon propos sans inviter les bénéficiaires d'une part à faire un bon usage de ces matériels roulants neufs pour notre bonheur à tous et d'autre part à respecter des conditions financières convenues auprès de la COPEC. Les 2 ministres se sont battus pour que nous ayons ces véhicules. Et nous souhaitons à ce que ça s'augmente, pour ne pas que ça s'arrête là. Tous ces véhicules ont été acquis par les entreprises de transport de la Bagoué sans apport initial. Les remboursements se feront sur 4 ans. Pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, il faut que vous, les premiers qui avez obtenu ces véhicules-là, puissiez rembourser convenablement et puis faire en sorte que ceux qui viennent derrière vous puissent également en bénéficier. Il ne faut pas que la chaîne s'arrête. Je vous souhaite de faire le meilleur usage possible de ces véhicules. Je vous souhaite de vous enrichir à titre personnel, mais je vous souhaite également, dans votre enrichissement, de songer en permanence à la sécurité des passagers que vous transportez et à leur confort. Les véhicules acquis, les transporteurs plaident pour le rebitumage de l'axe Korogo-Boundiali long de 100 km dégradé. À ce sujet, la ministre Mariatou Koné les a rassurés quant au démarrage des travaux pour très bientôt. Et la chaîne de solidarité ne se rompt pas en cette pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire solidaire reste mobilisée contre le coronavirus.
Voilà, attention, le coronavirus circule toujours. Ce mercredi 9 décembre, on dénombre 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1288 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 15 guéris, malheureusement un décès. À la date du 9 décembre, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 21 547 cas confirmés, dont 21 176 personnes guéries, 133 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 227 882. Attention donc, restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières. Nous partons à présent pour la région du Logibor. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, cadre du RHDP, prône la paix et la cohésion. À la tête d'une forte délégation d'élus et cadres de la région, il a échangé avec les populations pour les féliciter pour leur mobilisation à la présidentielle et les inviter à continuer de promouvoir la paix pour le rayonnement du Logibor. Mamadou Kwasi. Des pas de danse esquissés pour célébrer encore la victoire de leur candidat. Les militants du RHDP des Zikisso sont en fête. Un moment choisi par ces populations pour exprimer leur attachement aux idéaux du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont indiqué au ministre Amédée Kofi Kwaku que leur sous-préfecture compte demeurer un bastion du RHDP. Un engagement salué par le coordonnateur régional du RHDP. Le ministre Amédée Kofi Kwaku invite les populations à œuvrer davantage pour la paix et la cohésion. Après Zikisso, la délégation du coordonnateur régional a mis le cap sur la place de la paix de Lakota. Ce sont des militants mobilisés et galvanisés qui l'accueillent. Ces jeunes et femmes se disent satisfaits des actions du parti. Les responsables locaux du RHDP ont rassuré le coordonnateur régional de l'entente et de l'unité qui règne désormais au sein du RHDP de Lakota. 61,05% de taux de participation. Mais sur ces 61%, les femmes représentent au moins 90%. Nous avons montré que seul dans l'union, les objectifs peuvent être atteints. Le ministre Amédée Kofi Kwaku s'est réjoui de la détermination des militants à faire du RHDP le premier parti politique de la région du Logibor. Il exhorte par ailleurs l'ensemble des populations à poursuivre les efforts pour la paix afin d'assurer le développement de la région du Logibor. Ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le Logibor, après Houphouët-Boigny, aucun président n'a fait ça pour le Logibor. Aucun. Donc comme aucun n'a fait ça, nous ici dans le Logibor, on est reconnaissants. On dit merci au président Alassane Ouattara. Ce qui est bon pour Lakota, c'est la paix. Le président Alassane Ouattara veut que notre pays se développe, mais le pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix. Soyez sûrs que nous les élus, nous allons continuer à travailler pour que vous ayez des routes, pour que vous ayez les écoles, pour que vous ayez l'eau potable. Avant ces différentes rencontres, Amédée Kofi Kwaku, leader de la région du Logibor, accompagné de plusieurs cadres du RHDP, sont rendus à Neko, un village du département de Lakota. Ils y sont pour apporter le soutien et le réconfort du RHDP, ainsi que la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, à la famille de feu Émile Bogadoudou, pour la disparition de la mère de l'ex-ministre. Une démarche saluée par cette famille et pleurée. La coordination RHDP à Yamoussoukro, avec à sa tête le ministre Souleymane Derassouba, prône aussi la paix. Il invite l'ensemble des Ivoiriens à promouvoir la paix, le vivre ensemble, nous dit Kader Sogodoro. Yamoussoukro, siège du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, remportée par leur candidat, l'heure est à la réjouissance. Ce ne sont pas les raisons qui feront défaut. 62,79% de taux de participation et un score de 98% pour Alassane Ouattara. Le ministre Souleymane Derassouba, premier responsable du RHDP à Yamoussoukro, à travers cette cérémonie, veut féliciter les militants pour avoir tout mis en œuvre pour la tenue effective du scrutin soldé par une victoire. Inviter tous les acteurs politiques locaux à cultiver la paix et le vivre ensemble. Le président Alassane Ouattara, mes chers, je vous dis qu'il est content et qu'il est satisfait parce que Yamoussoukro lui a donné 98%. Tout ça s'est fait grâce à vous et tout ça s'est fait grâce au soutien et à la bénédiction de nos parents. Continuez de renforcer la cohésion sociale. Parce que étant disciple de Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a décidé
de discuter avec ses frères et sœurs de l'opposition pour qu'on puisse avoir la paix en Côte d'Ivoire. Allocution, prestations artistiques, la fête fut belle. Alors, chapitre religion, la communauté musulmane tiganite vient de célébrer à Abobo PK18 la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Au centre de cette fête religieuse, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Konepa Gassoro de Madongi. La communauté musulmane de la Tidjania en Côte d'Ivoire, avec à sa tête le calife général, le cheikh Moustapha Sonta, a commémoré la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Et c'est la Zaïua mère de la Tidjania d'Abobo PK18 qui a servi de cadre pour la célébration de cette 28e édition du Maoulid. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale des problématiques développées à l'occasion de cette cérémonie religieuse. On a toujours prié ici à la Zaouia pour les élections apaisées. Après les élections, on prie aussi pour que la cohésion sociale soit une réalité, pour qu'il y ait vraiment la vraie paix, pour qu'il y ait la tranquillité. Et il y aura des prières spécialement pour le pays, Inch'Allah, et pour toutes les victimes aussi du pays. Cette rencontre islamique a vu la participation de nombreux guides religieux et fidèles venus des différentes communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays et des pays de la sous-région, mais aussi du Maroc. Tous reconnaissent l'importance de cette fête commémorative et saluent le message de paix de leur guide, Cheikh Moustapha Sonta. Nous sommes très heureux. Vous savez que l'année 2020 est une année très éprouvante. Et chaque fois qu'on a une occasion de se retrouver, c'est une opportunité pour nous de pouvoir remercier Allah et de lui demander de nous permettre d'accéder à 2021 pour pouvoir le magnifier, pour pouvoir le célébrer. À l'issue de cette 28e édition du Maoulid de la communauté musulmane de la Tidjania en Côte d'Ivoire, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. À l'étranger au Ghana, le président Nana Akufo-Addo remporte la présidentielle selon les résultats officiels proclamés ce mercredi par la commission électorale. Le président sortant a été réélu avec plus de 51% des voix contre 47,36% pour son rival politique historique John Dramani Mahama qui l'affrontait pour la 3e fois dans les urnes. Voilà, Nana Akufo-Addo remporte donc la présidentielle ghanéenne. Il bat ainsi les 12 candidats en lice. On retrouve en direct d'Accra nos envoyés spéciaux. Alors, bonsoir Michel Digré. Dites-nous, c'est la fin du suspense au Ghana. La délivrance donc pour les Ghanéens qui attendaient depuis hier la proclamation des résultats par la présidente de la commission électorale. Partisans de Nana Akufo-Addo. Depuis cette fin de soirée, la présidente de la commission électorale a annoncé les résultats. Nana Akufo-Addo est déclaré vainqueur avec 51,59% des voix. Il bat ainsi son principal challenger, John Mahama Dramani, qui a lui 47,36% des voix. Il faut dire que c'était la 3e confrontation entre ces deux poids lourds de la politique du Ghana. La première confrontation en 2012 avait tourné à l'avantage de Mahama. En 2016, Nana Akufo avait gagné cette élection. Il la remporte également en 2020. C'est la fin donc de ce scrutin présidentiel qui s'achève sur une très belle note. Les Ghanéens sont très contents. Le seul hic qui a émaillé donc cette fin d'élection, c'est la mort de 5 personnes et 17 personnes blessées au cours de plusieurs incidents qui ont été enregistrés dans le pays. Certainement qu'au cours de la soirée, les Ghanéens, surtout les partisans de Nana Akufo-Addo, célébreront la victoire de leur champion. À vous, Abidjan. Voilà, Michel Digré, bon retour bientôt à Abidjan. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Continuons de chérir la paix, la solidarité, l'union, la fraternité. Prenez surtout soin de vous. À demain 20h avec le même plaisir.